un atelier chantier d'insertion spécifiquement dédié à l'insertion professionnelle des femmes, donc accueille des femmes en situation de grande précarité qui leur proposent cette première étape dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle à travers à la fois un chantier en cuisine, donc elles cuisinent des plats tous les jours à partir de produits bruts avec des recettes qui peuvent être soit proposées par les membres de l'équipe, soit proposées par la chef ici. Et puis il y a une partie épicerie donc, dans laquelle on vend des produits bio et issus de circuits courts et des produits locaux. Le premier moyen d'intégrer une personne, d'intégrer l'étranger se passe par la cuisine, par l'alimentation. Et donc pour nous il semblait déjà évident un peu à la base qu'il fallait qu'on aille sur cette question. Et en même temps, il y avait un besoin urgent d'accessibilité financière au plus grand nombre parce que le nomadisme alimentaire augmentait, mais manger dehors, ça ne voulait pas dire systématiquement devoir manger au restaurant. Et donc on s'est dit que dans le champ alimentaire, de la restauration et du commerce, on allait se pencher sur cette question de durabilité et de mieux-disant environnemental, sociétal, financier à ce niveau-là. Je suis en stage à la Panaméenne dans le cadre de la formation IPAD, donc Innovation et Politique pour une alimentation durable à Montpellier Supagro. Et en fait, la mission dans ce stage était de mettre en place une démarche d'évaluation d'impact de la Panaméenne, donc qui est un projet qui tourne depuis 18 mois et ça leur semblait vraiment pertinent de mettre en place une démarche d'évaluation d'impact. Et en fait, assez naturellement, par rapport aux méthodes qui peuvent exister ou aux projets en cours, il a semblé qu'en fait l'approche d'Urbal collait parfaitement puisque donc, la Panaméenne entre dans ces projets innovants en milieu urbain au service de la transition vers des systèmes alimentaires plus durables. Donc je me suis tournée vers l'équipe d'Urbal pour savoir si ça accepterait d'encadrer mon travail et puis de me guider dans la définition d'une méthodologie adaptée. La Panaméenne ne faisait pas partie des 12 YouFeel initiaux et la spécificité c'est que contrairement aux autres, c'est finalement Marielle et donc la Panaméenne qui sont venus nous solliciter pour que nous puissions les accompagner dans le cadre de l'application de la méthode Urbal. On est là aussi, nous, en attente d'être questionnés, d'être remis en question sur nos pratiques pour voir un peu, corriger ce qui devrait être corrigé, améliorer ce qui peut être amélioré, mis en œuvre ce qui n'a pas encore été mis en œuvre, parce que on reste sur quelque chose de vivant et on a aussi cet enjeu-là qui est de ressortir avec des pistes d'amélioration au quotidien. Et c'est très différent des autres YouFeel puisque nous sommes là dans une position d'un accompagnement d'une demande qui est formulée par le porteur de projet. Et c'est potentiellement le cas dans lequel va se retrouver Urbal à l'issue du projet de recherche. On souhaite que Urbal puisse être une méthode qui soit saisie par différents porteurs de projets, différents porteurs de politique publique pour accompagner et informer leurs décisions. Et comme on est dans l'intelligence collective, ce n'est pas un outil qui appartient à l'association Foot de rue. C'est vraiment un outil collectif mis à disposition de tous, pour tous, et chacun y amène sa contribution. C'est à ce titre-là que c'est important que les habitantes soient présentes, que les partenaires de différents horizons soient présents. Que le staff soit là, que les consommateurs soient là. Une autre spécificité, c'est le temps pendant lequel s'est déroulé ce travail-là. Notre projet il dure 3 ans, on a un temps un peu long de la recherche. Et dans ce cadre-là, Marielle a fait un stage de 4 mois en tout le processus, en fait. Le processus total d'Urbal s'est déroulé sur une période de 6 mois. Ce qui est sans doute aussi conforme à ce qui se passera ou se passerait dans la réalité à l'issue du projet de recherche Urbal. Et pour nous, c'était vraiment un live test extrêmement intéressant. Il y avait eu toute une première phase menée surtout à travers des entretiens et une enquête client, donc des entretiens auprès des salariés de l'association et puis une enquête auprès des clients et des entretiens avec les partenaires du projet. Là aujourd'hui, l'idée dans cette deuxième phase, c'était vraiment d'avoir autour de la table en même temps toutes les représentants des différentes parties prenantes en fait, du projet. Donc aujourd'hui, on a accueilli un groupe d'une quinzaine de personnes, parmi lesquelles donc, il y avait à la fois les salariés de l'association, il y avait aussi donc, des représentants des partenaires financiers et opérationnels de la Panaméenne, et puis on avait aussi des clients, donc des habitants du quartier qui étaient là,
plus des experts qui étaient là aussi pour animer. Dans le cadre de ce workshop avec la Panaméenne, on a décidé de travailler sur une sélection d'activités et non pas de travailler sur l'intégralité des activités menées par la Panaméenne, contrairement à d'autres workshops précédents. Ça veut dire qu'on a fait un choix parmi les différentes activités portées par la Panaméenne, et ce choix a été fait en fonction du caractère innovant de ces activités, c'est-à-dire du caractère potentiellement transformateur pour les systèmes alimentaires. Donc, par exemple, pour la Panaméenne, on a pu se rendre compte qu'il n'était pas forcément particulièrement innovant de travailler sur le fait que la Panaméenne vendait des fruits et des légumes locaux et bio, ni qu'il était particulièrement innovateur que la Panaméenne propose une offre de restauration. En revanche, il nous semblait intéressant de travailler sur le fait qu'elle propose les deux à la fois, ce qui peut constituer une innovation particulièrement intéressante et qui peut avoir des effets pour nous intéressants en termes de transformation de la durabilité des systèmes alimentaires. On a d'abord présenté dans les grandes lignes l'histoire du projet, ses caractéristiques, et puis ensuite on s'est divisé en 3 sous-groupes et chacun des groupes est passé de table en table. On avait 3 tables qui chacune devait traiter 3 de ces activités emblématiques du caractère innovant de la Panaméenne. Sur la première table, la première session, en fait, comme on découvrait et on débroussaillait l'activité, on y a passé plus de temps, donc environ 45 minutes. Et puis après, donc, ce premier groupe est passé à la deuxième table, et sur la table, on a accueilli donc un autre groupe qui est venu enrichir et compléter les impacts qui avaient déjà été identifiés par le groupe précédent. Puis, lors de la deuxième rotation, le troisième groupe est encore venu enrichir ce qu'avaient fait les 2 groupes précédents. Les groupes venaient sur les tables pour dire, selon eux, qu'est-ce que chacune de ces activités qui étaient proposées amène comme changement. Et on leur faisait parler à la fois sur les changements immédiats, à court terme, et puis les changements indirects produits par ces changements à court terme, en essayant de tirer le plus possible le fil du chemin d'impact pour voir tout ce que pouvait en profondeur amener comme changement l'activité de la Panaméenne. Je trouve que ce qui a particulièrement bien marché pendant ce workshop, et c'est un petit peu ce qu'on avait déjà identifié lors du workshop avec Ma Cantine Autrement en juin dernier, c'est le fait de positionner un animateur par table qui se charge d'assurer la continuité des débats, la continuité des échanges, de restituer également les échanges qui ont été menés par le groupe précédent. La deuxième chose qui me semble extrêmement intéressante, et là aussi on l'a testé dans d'autres contextes, c'est de s'assurer d'avoir un nombre assez réduit de participants. Là, je pense qu'on avait entre 3 et 5 personnes par groupe, 4 ou 5 personnes par groupe maximum. Il me semble que ça assure vraiment la qualité des débats, des échanges, la prise de parole de chacun, et la possibilité également de faire émerger des éléments parfois inattendus ou des éléments plus complexes. On peut se dire 3 passages sur une même activité, est-ce qu'à la fin on n'épuise pas un peu les sujets? Et là, ce qui a été intéressant, c'est de voir que jusqu'au 3e groupe, précisément parce qu'on a des profils de participants tellement différents avec chacun leur bagage et leur point de vue liés à leur parcours et leur activité, et on va encore identifier des nouvelles dimensions importantes auxquelles on n'a pas pensé et qui viennent vraiment compléter la vision globale qu'on peut avoir des impacts produits par l'activité. Ce qui a vraiment été intéressant, c'était la pluralité des points de vue, et les gens ont vraiment joué le jeu de s'écouter. On avait vraiment posé ces règles de chaque opinion est intéressante, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et ce qui est intéressant, c'est précisément la diversité des points de vue. Donc ça a bien fonctionné, les gens ont vraiment, je crois, tous trouvé la place pour s'exprimer, même s'il y avait des plus bavards. Dans les points de vigilance, en fait, c'est vrai que comme le timing est assez serré, on a tendance à essayer de stimuler les gens. Il faut faire attention à ne pas créer des frustrations, sachant qu'en fait, parfois, les personnes ont envie de dire des choses qui ne sont pas directement des impacts. Et c'est vrai que parfois, en tant qu'animateur, du coup, on ne prend pas le temps de l'expliquer que ça, on ne peut pas le noter parce que ce n'est pas directement un impact. Et si ce n'est pas expliqué, ça peut générer une frustration. Donc ça, c'est sans doute quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit pour éviter que les gens aient l'impression qu'ils n'aient pas été entendus parce qu'ils ont exprimé quelque chose, et comme ça n'a pas été noté, du coup ils ont l'impression que leur idée à eux n'a pas été prise en compte. En tant qu'animateur, donc on est censé piocher dans ce que disent les gens, les impacts, sachant que dans ces impacts, il y a à la fois des impacts à court terme, des impacts à moyen ou à long terme, puis il y a aussi des impacts effectifs et des impacts qui sont souhaités. Il peut y avoir des impacts positifs et des impacts négatifs. Et en fait, ce qui va être
Le gros défi, c'est d'arriver à relier ces impacts-là, et notamment à tracer ces fameux chemins d'impact. En fait, on avait donc au centre d'une grande feuille une formulation d'une activité. Et puis, donc, quand les gens proposaient un impact, je le notais sur un post-it, et ensuite je le collais plus ou moins près de l'activité selon que c'était un impact à court terme ou à moyen terme. Et ensuite, je revenais avec les gens, impact par impact, sur dire, mais celui-là, par exemple, si c'était un impact à court terme, qu'est-ce qu'éventuellement il peut générer à moyen terme ou à long terme? Et c'est vrai que souvent, les gens ont tendance à passer à autre chose, et donc il faut vraiment les ramener sur dire, mais là, vous voyez, on n'a pas fait tout le chemin qu'on peut faire derrière. Au contraire, celui-là, oui, on est allé jusqu'à l'impact final sur la santé publique ou sur l'économie. Donc voilà, ça demande vraiment parfois d'interrompre les gens en disant et là, qu'est-ce que vous mettriez de plus à l'étape d'après de ce changement-là? Nous étions trois animateurs donc, sur les 3 tables, Olivier, Marielle et moi. Et bien qu'on se soit mis d'accord au démarrage sur la façon dont on allait animer les tables, alors en particulier avec des post-it, en essayant de tirer les chemins d'impact et de porter des codes couleurs sur les différentes dimensions de la durabilité, eh bien, dans les faits, ce n'est pas ce qu'on a fait. C'est-à-dire que moi, par exemple, je n'ai pas utilisé les post-it. Je ne peux pas dire pourquoi. Je pense qu'on a aussi des styles d'animation qui reviennent fortement lorsqu'on se retrouve impliqué dans le cadre de ces animations. Olivier a fait autre chose. Marielle également a mené une animation avec son style propre. Alors, c'est pas un problème en soi. C'est peut-être regrettable dans la façon dont on va traiter les résultats ensuite. Et donc, je pense que c'est effectivement ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir vraiment travailler en amont ces techniques d'animation, se mettre d'accord sur des façons de faire et peut-être les tester en amont de façon à être moins pris de court au moment où on commence à travailler avec les participants. Et c'est peut-être ce qui justifie le fait de travailler avec des personnes formées et rompues aux techniques de la facilitation et de l'animation. Comme je pense dans la quasi-totalité des workshops qui ont eu lieu avant celui-ci, eh bien on a manqué de temps. C'est-à-dire qu'on se figure toujours qu'on va réussir à avoir un temps de débrief, un temps de restitution, un temps de discussion. Et ce temps-là est très très difficile à mettre en œuvre, à animer et à porter. Alors, par manque de temps d'une part, parce qu'effectivement on essaye de tenir 3 heures de temps en tout. Aussi parce que je pense que les participants et tout le monde au bout de 3 heures est quand même globalement assez fatigué et a envie peut-être de passer à autre chose. Mais également parce qu'il est peut-être difficile de réagir à chaud et de commencer à vraiment travailler sur les résultats alors même qu'on vient juste de les produire. Je pense que cela justifie pleinement l'étape 3 en fait, qui précisément va viser à mieux revenir sur ces résultats et à en tirer les conséquences.